C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr et avec Jean-Marie Colombani. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Roselyne. Nous recevons Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense et président de la région Bretagne. Bonsoir Monsieur le ministre. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté cette invitation puisque vous êtes un ministre discret, vous ne parlez pas souvent, donc merci. Vous serez également interrogé par Mathieu Mabin, spécialiste de politique étrangère à France 24. Bonsoir. Bonsoir Roselyne. Bonsoir. Mathieu. Alors vous êtes le ministre d'un président très guerrier, un président qui doit faire face comme jamais à des attaques terroristes sur le sol français. La France mène un conflit sur plusieurs fronts en même temps. Irak-Syrie, Sahel, Centrafrique, Liban, sans oublier bien évidemment les 10 000 hommes qui sont engagés dans l'opération Sentinelle sur le sol français. Hier à Paris, les ministres de la Défense des 7 pays de la coalition se sont réunis à Paris avec l'objectif, vous l'avez dit, d'accroître les efforts. On va en parler dans quelques instants, mais avant, faisons le point sur les positions de Daesh, avec leur vague. L'État islamique voit le jour le 29 juin 2014 à Mossoul. Sous l'impulsion de son chef Abou Bakr al-Baghdadi, l'organisation terroriste d'idéologie salafiste proclame l'instauration d'un califat à cheval sur l'Irak et la Syrie dans une vidéo de propagande rendue publique. Vos frères combattants, Dieu leur a donné la victoire après de longues années de djihad et de patience. Pour qu'ils atteignent cet objectif, qu'ils annoncent le califat et qu'ils y installent un calife. Mossoul, deuxième ville d'Irak, vient de tomber dans les mains des djihadistes qui ont également conquis Raqqa, capitale d'une province syrienne quelques mois plus tôt. C'est autour de ces deux villes que l'organisation de l'État islamique va construire son État et étendre son influence en Irak et en Syrie. Aujourd'hui, les territoires de Daesh vont de Mossoul jusqu'aux portes d'Alep, la deuxième ville de Syrie au nord. Au sud, l'organisation contrôle une zone allant de Falloujah à 69 km de Bagdad jusqu'à Palmyre, conquise en mai 2015, et carrefour stratégique sur la route de Damas. Les frappes, menées par la coalition internationale depuis l'été 2014, ont permis de récupérer quelques villes notoires aux djihadistes. Kobané en janvier 2015 et Tikrit au mois d'avril. La résistance kurde aussi a porté ses fruits. En juin, la ville de Tal Abyad à la frontière turque est libérée. Enfin, l'armée régulière irakienne, aidée par les frappes de la coalition, a repris le contrôle des villes de Sinjar en novembre et Ramadi en décembre dernier. Mais l'EI contrôle toujours de nombreuses régions d'Irak et de Syrie et couvrirait une superficie totale de 78 000 km², selon le centre d'analyse londonien IHS Janes 360. Un chiffre à prendre comme un ordre de grandeur, étant donné le manque de données précises sur le terrain. L'organisation terroriste s'appuie sur une administration et sur des sources de financement solides. Son budget annuel est estimé à 2 milliards de dollars. Parallèlement, elle mène une propagande efficace afin d'inciter toujours plus de combattants étrangers à rejoindre ses rangs. Selon l'ONU, 110 pays fournissent des soldats à l'EI aujourd'hui. Daesh exerce aussi son influence au-delà des territoires qu'elle contrôle. Des cellules actives de l'organisation existent en Turquie et dans certains pays du Golfe, tandis que des groupes djihadistes lui ont prêté allégeance au Nigeria, en Libye, en Égypte, en Afghanistan et au Pakistan. Enfin, avec les attentats spectaculaires perpétrés à l'étranger, et notamment en France l'année dernière, elle a montré sa capacité à agir au-delà de ses frontières et à être prise comme une menace très sérieuse par les démocraties occidentales. Jean-Yves Le Drian, 2014 aura été l'année de la conquête pour Daesh, 2015 l'année de la riposte, 2016 sera-t-elle l'année de la déroute pour l'État islamique? D'abord un point sur le président de la République. Vous avez dit tout à l'heure, François Hollande est un président guerrier. Ce n'est pas un président va-t-en-guerre. La réalité, c'est que c'est un président qui assure la sécurité des Français et qui prend les moyens pour assurer la sécurité des Français. Parce que ce qui est en jeu, c'est la sécurité de notre pays. Et on l'a vu malheureusement lors des derniers attentats. Oui, je voulais le dire en commençant parce qu'il faut... On en reparlera, mais il faudra peut-être faire un choix à un moment. Soit dit de manière très claire. C'est bien de notre sécurité dont il est question. Et pour assurer notre sécurité, il faut agir avec des pays amis. Il faut agir pour protéger certains pays amis qui, s'ils étaient
détruits ou menacés gravement, à la fois nuiraient à leur propre sécurité, mais aussi à la nôtre. Et c'est cet état d'esprit-là qui anime le président de la République depuis son arrivée en 2012 et dans les différentes interventions que la France a pu être amenée à faire. Alors, pour revenir sur Daesh, le reportage le montre bien, il y a deux aspects dans Daesh. C'est une hydre à deux têtes. C'est à la fois une espèce de proto-État qui s'est instauré au-delà des frontières de la Syrie et de l'Irak pour créer, avec une armée terroriste, ce que j'appelle une armée terroriste, un gouvernement totalitaire qui se dote de moyens presque étatiques, une fiscalité, un mode d'organisation, et qui veut s'étendre pour créer le califat. Oui. C'est d'une part ça, et c'est d'autre part une volonté, à partir de combattants formés sur le territoire conquis par Daesh, former des combattants qui ont pour destin d'aller frapper les pays occidentaux, la France en particulier, uniquement parce qu'elle l'est, pour créer des actes barbares, pour créer des violences, uniquement parce que ce pays, le nôtre, a des valeurs qui ne correspondent pas aux valeurs et au totalitarisme défendu par Daesh. C'est deux choses en même temps. Et c'est ce qui rend complexe, mais aussi très menaçante cette existence. Vous le dites, il y a un combat qui est militaire, mais il y a aussi un combat sur le front idéologique. Et perdre du territoire, puisque la ville de Ramadi, on l'a vu, a été reprise à plus de 75-80%, c'est réduire aussi le mythe du califat. Oui. Donc c'est un début de... Oui, vous avez raison. C'est-à-dire, d'une certaine manière, le bon moyen de casser la logique géographique du califat, qui est un des aspects forts de Daesh, ça serait d'éviter qu'entre la Syrie et l'Irak, il puisse y avoir ces mouvements de bascule de forces armées de l'État islamique, et de rompre l'axe Mossoul-Raqqa. Ce serait aussi une bonne manière de rompre avec l'idéologie du califat. C'est-à-dire qu'avec une action militaire, on rompt aussi un concept idéologique. Nous n'y sommes pas, mais les deux sont liés, et je milite beaucoup pour ma part, je l'ai dit hier, au cours de la réunion des ministres de la Défense qui étaient réunis à Paris, qu'il fallait agir d'urgence pour rompre cette logistique-là, pour à la fois casser les liens militaires qui existent entre Mossoul et Raqqa, mais en même temps casser une partie de l'idéologie du califat. Et est-ce que vous n'avez pas l'impression que finalement, plus on frappe sur l'organisation État islamique, plus on rompt ses axes logistiques, plus on réduit sa logique d'expansion territoriale, plus finalement on nourrit l'idéologie? On a l'impression que plus les armées occidentales s'affrontent à l'organisation État islamique, plus on voit des foyers naître sur la planète. Non, et oui. Non d'abord, parce que ce qui fait le soutien de Daesh, ce sont d'abord les populations sunnites préexistantes et qui ont été rejetées par le gouvernement de M. Maliki au moment où les Américains ont quitté l'Irak, qui ont été rejetés, même méprisés, et donc qui ont rejoint un peu naturellement dans leur tradition sunnite M. al-Baghdadi lorsqu'il a créé ce mouvement. Ça, c'est une première zone. Ces tribus-là peuvent éventuellement rejoindre ensuite un gouvernement irakien inclusif une fois que Daesh aura laissé ses conquêtes de côté. Il y a cela, puis il y a aussi les anciens de Saddam Hussein, toute l'histoire du parti basse irakien qui constitue un autre bloc. Et puis vous avez les fondamentalistes djihadistes comme le leader al-Baghdadi et ceux qui l'entourent, et puis les combattants étrangers, qui sont quand même nombreux. On estime aujourd'hui les combattants de Daesh à 35-40 000 combattants. Parmi eux, 12 000 au moins combattants étrangers qui viennent de partout. Le reportage le dit, 110 pays, et qui ne viennent pas uniquement de France, même s'il y a des Français qui ont pensé utile de trouver là un destin, même si aussi 150 Français ont été tués dans les opérations militaires, parce que ces combattants étrangers sont généralement à l'avant des combats, placés là par les dirigeants militaires de Daesh. D'ailleurs, est-ce que ce flot tente à se réduire ou
est stable ou augmente encore parce qu'il y a des jeunes Français, des jeunes Allemands, des jeunes Européens. Oui, mais il y a aussi des jeunes Russes, des jeunes Australiens, des jeunes Tchétchènes, des jeunes Tunisiens, des jeunes de partout. Ce qui est malheureusement à constater, c'est que ce flux-là reste stable. Moins en provenance d'Europe qu'auparavant. Les mesures qui ont été prises, en particulier en France par le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, ont permis de limiter ces mouvements d'émigration militaro-idéologique vers la Syrie, mais d'autres prennent le relais. J'étais hier avec la ministre de la Défense d'Australie qui me dit « Moi, j'ai des Australiens qui viennent. » Et puis, quand je vais en Malaisie, il y a peu de jours, le ministre de la Défense de Malaisie me dit « Mais oui, j'ai des Malaisiens qui vont aussi faire ce combat-là. » Donc, il faut combattre aussi cette idéologie-là. Et le combat, il passe par remettre les fondements de Daesh en cause, détruire Daesh, qui est notre ennemi. C'est l'ennemi du peuple irakien, c'est l'ennemi du peuple syrien, mais c'est aussi l'ennemi de la France. Alors, c'est le principal ennemi aujourd'hui. Sur le plan militaire, il y avait donc cette réunion à Paris, autour de vous, de 7 pays membres de la coalition. Mais au sol, il y a des troupes kurdes et des troupes irakiennes. Donc comment faire qu'il y ait davantage peut-être de troupes au sol? Est-ce que ça n'appelle pas autre chose que cette coalition qui s'est réunie hier? Est-ce que ça n'appelle pas une autre attitude des Russes? Est-ce que ça n'appelle pas une autre attitude de l'Iran? Est-ce que ça n'appelle pas une autre attitude de la Turquie? Je pense que la réunion d'hier était très importante. D'abord parce qu'il fallait qu'elle ait lieu. Il était anormal que la coalition ayant été initiée en août-septembre 2014, nous sommes en 2016, que le ministre de la Défense des principaux pays concernés ne se voient pas pour parler ensemble à la fois du bilan et puis des perspectives d'action pour l'avenir. La Turquie n'était pas présente. C'était les 7 pays les plus actifs, non, pas uniquement les membres, pas obligatoirement les membres de l'OTAN, pas à ce titre-là. Oui, mais l'OTAN n'est pas dans l'opération. Ce qu'on a pu constater, c'est d'abord, vous venez de l'évoquer, c'est que Daesh a reculé. Et la stratégie qui consiste en Irak, en particulier, à dire nous formons les forces kurdes, nous formons les forces de sécurité irakiennes, les FSI, pour qu'elles puissent reconquérir le territoire qui a été kidnappé par Daesh. Et nous appuyons par ailleurs leurs opérations par des frappes aériennes. Cette stratégie-là, elle commence à payer, puisque Daesh a perdu 15% du territoire que l'État islamique avait conquis au moment de son offensive vers Bagdad et vers Erbil. Rappelez-vous qu'à l'époque, on a craint pour Bagdad et que la volonté du califat, c'est d'intégrer Bagdad. Si le leader s'appelle al-Baghdadi, ce n'est pas un hasard. Donc cette stratégie-là, il faut la poursuivre et nous la poursuivrons. Il faut sans doute l'accentuer, mais elle commence à donner des résultats. La prise de Ramadi en est un exemple frappant, puisque ça a été repris par les forces irakiennes. La situation est différente en Syrie. Mais c'est d'ailleurs pour ça que, je le disais en commençant, qu'il faut rompre l'axe Mossoul-Raqqa pour éviter trop de mouvements de bascule. La situation est différente en Syrie, même si Daesh ne progresse plus. Daesh est bloqué à la fois par les forces armées syriennes loyalistes de Bachar el-Assad, parce qu'elles ont repris un peu de vigueur du fait du soutien que leur apportent les Russes, mais Daesh est aussi bloqué à la fois par les Kurdes et par les insurgés contre Bachar, mais qui combattent aussi Daesh. Daesh ne progresse plus, mais nous sommes encore loin du compte, et la réunion d'hier a été amenée à adopter un plan d'action qui doit permettre à la fois d'accentuer nos efforts contre les sites militaires, les lieux militaires de Daesh, qu'ils soient en Syrie ou en Irak, mais aussi contre les sites pétroliers ou d'autres sites qui permettent à Daesh d'avoir des ressources financières. Est-ce que l'autre étape aussi, c'est la reprise de Mossoul, très, très grosse ville et d'ailleurs, dans ces circonstances, est-ce que la France, par exemple, pourrait fournir des hélicoptères pour l'instant, la France est au rendez-vous des capacités qui lui sont demandées. D'ailleurs, la France est, après les États-Unis, le seul pays qui est, j'allais dire, l'ensemble des capacités militaires nécessaires. Nous avons à la fois des avions de
combat, nous avons un porte-avions, nous avons des outils de reconnaissance aérienne, nous avons aussi des forces qui entraînent au sol les forces irakiennes et les forces kurdes. Et nous sommes, après les États-Unis, les seuls à avoir l'ensemble du dispositif. Je crois qu'il est adapté à la situation. Et pour compléter ce dispositif, Ashton Carter, donc le secrétaire d'État américain, le secrétaire à la défense américain que vous receviez hier, disait les Russes font fausse route. Il voulait dire par là que les Russes persistent toujours à ne pas concentrer toutes leurs forces contre Daesh. Donc est-ce que c'est votre analyse ou est-ce que vous êtes... Oui, les Russes... D'abord, les Russes sont concernés directement. Parce qu'il y a des russophones dans les foreign fighters, dans les combattants étrangers de Daesh. Nombreux, y compris ceux qui ont eu dans le passé affaire à des combats en Tchétchénie ou ailleurs. Ils sont donc eux-mêmes menacés par ces risques et menacés concrètement par des attentats, puisque l'avion de Metrojet qui partait certes de Sharm el-Sheikh, mais qui avait des passagers russes essentiellement, c'était un acte terroriste contre la Russie. Donc ils sont directement menacés. Mais ils font fausse route, nous semble-t-il, parce que même s'il est logique qu'ils soient intéressés par la Syrie, en raison de l'histoire, en raison de positions qu'ils ont acquises sur ce territoire, ils font fausse route parce qu'ils ne concentrent pas leur effort contre Daesh et l'essentiel de leur activité militaire vise à soutenir, à aider Bachar el-Assad à se reconstituer, donc à frapper davantage les groupes insurgés non terroristes, ceux qui par ailleurs nous aident à agir aussi contre Daesh. Donc là, il faut qu'il y ait une clarification. Et ce que nous souhaitons de la part de la Russie, c'est la clarification de ses objectifs. L'ennemi, c'est Daesh. Ils le disent, qu'ils le fassent. Est-ce que la clarification ne commencerait pas justement par la clarification de l'adversaire? Puisque en réalité, on voit des Russes qui tapent non pas à l'aveugle, mais qui s'opposent à l'adversaire de Bachar el-Assad, mais qui est composé également d'organisations comme Al-Nosra, qu'on sait proche d'Al-Qaïda. Est-ce que ces organisations-là sont moins l'ennemi de la France que le Daesh? Non, l'ennemi qui frappe la France, c'est Daesh. L'ennemi qui a commis les actes terroristes. Récemment, mais Al-Qaïda a été l'adversaire de la France. Au cours de l'année 2015, c'est Daesh. Et donc, l'ennemi qu'il faut combattre, c'est Daesh, parce que c'est Daesh qui forme les combattants terroristes qui viennent nous menacer. Concernant les insurgés, nous faisons une grande distinction très précise entre les insurgés terroristes, dont Jabhat al-Nosra, qui sont tout à fait infréquentables, et des insurgés qui se sont réunis récemment dans le cadre du processus de Vienne, qui est le processus de paix. Il faut le respecter. J'espère qu'il va avancer. Il y a eu une résolution des Nations Unies qui a été validée à la fin de l'année dernière. C'était la première fois qu'il y avait un accord général sur une perspective, une stratégie de paix. Dans le cadre de cette stratégie de paix, les groupes insurgés se sont réunis à Riyad pour s'organiser entre eux, désigner un représentant que j'ai reçu, M. Hijab, qui doit être l'interlocuteur du gouvernement syrien actuel pour engager une transition politique. Et on constate que ce sont ceux-là que les Russes frappent. Donc ça ne va pas. Donc, j'ai été à Moscou à la fin de l'année dernière, à la demande du président de la République, pour évoquer cette question avec mon collègue Shoigu, en lui disant on ne peut pas avoir de coordination, je ne parle pas de coalition, ils ont des chances de rentrer s'il n'y a pas une clarification. Et nous souhaitons cette clarification. Alors, monsieur le ministre, s'il y a clarification, est-ce qu'ils ont des chances, les Russes, d'entrer ou de rejoindre la coalition? Qu'il y ait déjà une clarification, puis une coordination, après on verra. Déjà là, ça serait une grande avancée. Mais je reste sur la logique que je vous ai évoquée. L'ennemi, c'est Daesh. Il faut combattre Daesh par les moyens que j'ai indiqués. Il faut aussi combattre Daesh de deux autres manières. D'abord, en ayant une contre-communication sur ce que nous faisons. Combattre l'idéologie. Non, l'idéologie, oui, je vais y venir, mais la communication. Dire, voilà, en fait, Daesh recule. Regardez vos échecs. Montrons les échecs de Daesh dans les médias, dans les réseaux sociaux, d'une part. Alors, quels sont-ils, ces échecs? Ramadi, le mont Sinjar. Sinjar qui, rappelez-vous, il y a 18 mois, c'était le drame des Yézidis qui étaient massacrés. Sinjar, aujourd'hui, c'est une reconquête. Il faut qu'on montre cela. Et puis, par ailleurs, s'organiser
et ça a été un des sujets aussi d'hier, pour faire du contre-terrorisme idéologique et intellectuel, pour qu'il y ait davantage dans les réseaux sociaux de propagande anti-Daesh et même de motivation anti-Daesh qu'il en est aujourd'hui. Là, il faut l'organiser. C'est aussi une forme de guerre qu'il nous faut déployer. Ça a été un des engagements d'hier. C'est un point. Et puis, il y a un autre point qui est aussi tout à fait essentiel, c'est d'éviter, autant que faire se peut, les métastases et donc de protéger, d'aider des pays les plus fragiles, comme la Jordanie, comme le Liban, qui peuvent être menacés. Parce que tout à l'heure, je disais non et oui. Oui, si d'aventure l'action que nous menons dans le cadre de la coalition progresse et permet d'étouffer les combattants de Daesh, il ne faudrait pas que les combattants étrangers aillent s'aimer ailleurs. Et donc, il faut, de ce côté-là, protéger et anticiper. On va passer à la Libye, mais peut-être une dernière question. Est-ce que l'État islamique est capable, aujourd'hui encore, capable de mener des opérations de grande envergure? Il n'en mène plus. Je pense qu'ils ont été secoués, amenuisés par nos interventions, y compris dans leurs moyens lourds, mais ils se sont aussi habitués à la nouvelle donne. Donc ils s'insèrent au milieu des populations civiles et ils se protègent de cette manière et ils mènent des opérations ponctuelles de résistance ici et là. Mais il n'y a plus de grande offensive de Daesh depuis quelque temps. Parce qu'en plus, leurs moyens financiers commencent à s'assécher et ils ont été obligés même de reconnaître que désormais, ils ne pouvaient plus payer autant qu'auparavant leurs propres combattants. Parce qu'il y avait aussi des mercenaires dans cette aventure. Donc, ils venaient par l'appât de... Moins d'argent, donc il y aura peut-être moins de candidats. Donc on est dans une situation de plus grande fragilité de Daesh. Mais il faut rester très prudent, rester modeste. Combien de djihadistes tués, si on peut donner un chiffre, autour de quoi? Il y a un chiffre que donne la coalition qui est public, mais je me réfère à ce chiffre parce que c'est celui qui est le seul aujourd'hui public. C'est de 22 000 morts depuis le début des opérations. C'est le chiffre indiqué par la coalition, mais il est sans doute un peu approximatif. Vous disiez il ne faut pas qu'il repasse à l'offensive, mais il y a un endroit où ça ressemble à une offensive, c'est quand même la Libye depuis quelque temps. Et la Libye semble devoir être le prochain front, à la fois le prochain front ouvert par Daesh, et en même temps la prochaine obligation de la coalition, ou des pays qui voudront bien entrer dans cette coalition, peut-être même... assisterons-nous d'ailleurs à un réveil stratégique de la Grande-Bretagne à cette occasion. Mais comment regardez-vous la situation en Libye? La Grande-Bretagne a déjà bougé puisque et l'Italie aussi. Elle est maintenant. Je reviens juste d'un mot au Levant. La Grande-Bretagne intervient désormais en Syrie après les attentats de Paris. Donc il y a eu un vote des communes qui a été très très positif et la Grande-Bretagne est un vrai partenaire. Sur la Libye, moi j'ai alerté. Depuis longtemps. Depuis longtemps. Depuis septembre 2014, en disant... Sur le sud libyen. Un jour... Alors, à partir de... Mon alerte, ça a été à partir du sud. Puisque là, on va sans doute y revenir... les forces françaises... Absolument. Les forces françaises ont été amenées à constater les mouvements qui se produisaient, les mouvements à l'époque d'Al-Qaïda, d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, d'AQMI, qui passait ce que j'appelais l'autoroute des trafics et qui allait rejoindre ce hub terroriste du sud libyen. Et j'alertais sur les risques, parce que c'était le chaos. Parce que, ce qui a justifié l'opération Barkhane en partie d'ailleurs. Non, l'opération Barkhane, la conception de l'opération Barkhane, oui. L'opération Barkhane qui suit l'opération Serval, c'est le Mali. Mais l'élargissement de notre théâtre d'intervention était lié aussi à l'élargissement des risques, surtout de la zone. Mais pour revenir à la Libye, j'ai alerté en septembre 2014 sur le fait que le chaos qui existait dans ce pays, l'impossibilité qu'avaient les différentes tribus de s'entendre pour constituer un gouvernement reconnu par tous, allait inciter Daesh à venir. Et Daesh est venu. Puisqu'aujourd'hui... dans la région de Sirte, Daesh occupe 250 km de côte et qu'il progresse vers l'intérieur. Et qu'il y a aujourd'hui, en Libye, 3000 combattants étrangers. Il n'y a pas de Français, à ma connaissance. Mais les Tunisiens... donc, c'est à 350 km. C'est à 350 km de Lampedusa. Mais est-ce qu'il faudra attendre qu'il y ait un attentat qui soit commandité de la Libye pour que les choses se fassent? Il y a quand même du nouveau. C'était le chaos. Daesh s'est installé. Je pense que les différentes composantes de
ce pays se sont aperçus que ni l'une ni l'autre ne pouvaient avoir de victoire militaire, voire même de victoire politique, et que si un jour il devait y avoir une victoire, c'est Daesh qui aurait la victoire. Parce que Daesh se propage vers le sud, passe des alliances, j'allais dire, rachète des groupes qui lui font allégeance, et puis à partir de là, va pouvoir se procurer des ressources nouvelles à partir des puits de pétrole libyens, pour compenser les pertes éventuelles en Syrie et en Irak. L'élément nouveau, c'est qu'il y a maintenant un Premier ministre, M. Al-Sarraj, et un gouvernement. Vous voyez que les scénarios entre la Libye et l'Irak sont finalement assez proches. Est-ce que la France a commis en Libye ce que les États-Unis ont commis en Irak? Non, parce que je pense qu'on n'a pas anticipé sur ce qu'on pourrait appeler le service après-vente à l'époque. Mais il faut rappeler que les hommes que vous désignez aujourd'hui sont les anciens alliés de la France au moment du combat pour la lutte pour la chute de Muammar Kadhafi. Oui, mais ils n'ont pas réussi à s'entendre entre eux. Alors que tout le monde pensait qu'à partir du moment où Kadhafi était parti, il y aurait une volonté politique nationale qui pourrait s'exprimer par le biais d'un gouvernement, d'un parlement. Tout ça est devenu caduc. Il y a 2 parlements, 2 gouvernements. Mais là, maintenant, grande nouveauté. D'abord, il y a une résolution des Nations Unies. Très bien. C'est un élément. Donc ça pourrait ne pas tarder. Et il y a un Premier ministre nommé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aider ce Premier ministre et ce gouvernement. C'est quand même une grande nouveauté, hein, à bien s'installer, à assurer son autorité, à unifier ses propres forces, qui sont un peu émiettées entre les groupes autour de Général Haftar et puis les milices diverses qui avaient parfois des intérêts divergents, que tout cela puisse s'unifier et que ce gouvernement d'abord s'installe à Tripoli, dans la capitale. Ça va être le test. Et ensuite qu'il dise comment il veut être aidé. Et en particulier... Il faut qu'il en fasse la demande, en fait. Ben oui, c'est un gouvernement maintenant reconnu, qui doit être respecté et qui doit prendre les initiatives. Et la communauté internationale, quand le gouvernement libyen nouvellement installé, ça date d'avant-hier, hein, nous sommes tout à fait dans l'actualité, aura fait les démarches nécessaires. À ce moment-là, la communauté internationale verra comment elle doit agir pour l'aider et pour engager le combat contre Daesh, qui est toujours présent, néanmoins. Il ne faut pas l'oublier. On va parler de l'opération Barkhane au Sahel, qui mobilise 3500 hommes. 2 attentats, l'un à Bamako en mars et l'autre, il y a quelques jours, c'était à Ouagadougou, ont montré que les terroristes avaient été pris à revers par les terroristes. Est-ce que c'est un constat d'échec aujourd'hui que vous faites? Est-ce qu'il faut revoir la stratégie de Barkhane? Quand on compare les situations, rappelez-vous le lancement de l'opération au Mali, début 2013, janvier 2013. À ce moment-là, c'est le Mali lui-même, dans son ensemble, qui était menacé. Et ce n'était pas un coup terroriste, mais c'était une quasi-armée qui descendait sur Mopti et que les forces françaises ont arrêté et que les forces françaises ont ensuite combattu, en particulier au Nord Mali. Et regardez ce qui s'est passé depuis. Il y a eu un processus électoral au Mali. Il y a eu des élections présidentielles, des élections législatives. Il y a un parlement qui fonctionne. Et il y a une reprise économique qui est là, que l'on peut constater. Mais il y a encore quelques poches. Et une unité nationale un peu fragile encore. Je vais y revenir, oui. Mais quelques poches. Mais on peut se poser la question, comment se fait-il que ça se passe au sud, alors que jusqu'à présent, les combats étaient au nord? Pourquoi est-ce que ça se passe au sud? Et pourquoi sous cette forme? Parce qu'ils en sont désormais réduits à des actes terroristes, j'allais dire quasiment individuels, et ils ne le font plus au nord, ils ne sont plus en groupe, même si on continue à les combattre et que Barkhane joue un rôle essentiel. Et là, ces actes terroristes-là, ils sont tout à fait dommageables, ils sont tout à fait condamnables, ils sont tout à fait regrettables, mais ils montrent qu'on a changé de situation stratégique globale et qu'il importe que les gouvernements concernés soient alertés sur la nécessité de s'organiser contre le terrorisme. La France peut les aider, la France les aide d'ailleurs à le faire. Ça dépasse le cadre du G5 Sahel, c'est-à-dire non, c'est dans le G5 Sahel que ça doit se faire. Je constate aussi que c'est le même groupe, c'est toujours Mourabitoun, c'est-à-dire celui qui a fait In Amenas en Algérie,
Rappelez-vous, c'est pas si vieux, c'est celui qui a fait Bamako, c'est celui qui a fait Ouagadougou. Donc ce sont ces groupes-là, mais qui sont maintenant très, très réduits, qu'il faut combattre. Ils restent extrêmement dangereux, donc ce n'est pas fini. Mais la stratégie Barkhane, au contraire, est renforcée, parce que c'est la première fois que nous menons une opération sur un ensemble aussi vaste, sur plusieurs pays, coordonnés avec les forces des pays du G5 Sahel, qui souvent accompagnent la force Barkhane dans ces opérations. Je crois qu'il faut poursuivre dans cette direction. Vous y avez ajouté, vous avez innové, parce que vous avez, en cherchant dans le traité européen, découvert un article qui... Oui. Au fond, qui est un peu l'alter ego de l'article de l'OTAN. Quand l'un des pays est attaqué, il peut demander la solidarité des autres. Alors on peut se dire, c'est parce que vous avez constaté que nous étions nous-mêmes à la limite de ce que nous pouvions faire, à la limite de nos forces, mais aussi parce que c'était une évidence que la France défendait aussi la sécurité de l'ensemble de l'Europe. Est-ce que vous êtes satisfait de la réponse? Est-ce que les Européens se sont, comme vous l'avez souhaité, mobilisés, ce qui serait nouveau? Parce qu'il y a assez peu eu dans le passé récent d'opérations où on voit des Européens venir renforcer des soldats français. Ça va dans le bon sens. Et il y a des actes importants qui ont été posés. D'abord, au Levant, on en parlait, la Grande-Bretagne, oui. L'Allemagne. Et là, c'est un acte très significatif, puisque au Levant, l'Allemagne a mobilisé 8 tornados pour faire du renseignement et de l'observation, qui sont basés en Turquie. Ils sont dans l'opération. L'Allemagne a mobilisé une frégate qui accompagne en ce moment même le porte-avions, alors que si ces moyens n'étaient pas là, il aurait fallu que ce soit une frégate française pour assurer la protection de notre porte-avions. Et puis l'Allemagne a décidé d'envoyer au Mali 650 soldats, pour au moins, dans l'enveloppe de 650 soldats, pour renforcer l'aménagement et renforcer la sécurité. Donc tout cela, ça nous allège. Et puis c'est aussi des marques de solidarité, parce que l'Allemagne, comme les autres pays, ont fait acte de solidarité avec la France, mais aussi... Ils ont changé, les Allemands? Est-ce qu'ils ont quitté leur position suisse? C'est important, parce que ça a été un vote du Bundestag. Donc l'ensemble de ce que je vous décris là. Ouais. Et je pense que c'est une évolution très, très significative. Mais il n'y a pas que eux. Certains, pour des raisons juridiques ou pour des raisons de moyens, ne peuvent pas nous seconder au Moyen-Orient, mais nous soulagent, nous aident, ou nous accompagnent au Mali, en Centrafrique. Les Tchèques, les Autrichiens, les Lettons, et puis les Espagnols, et puis d'autres pays qui vont annoncer prochainement des engagements, soit en Afrique, soit au Moyen-Orient. Nous avons bien fait de poser cet acte. Nous l'avons fait sur le coup de l'action politique et de l'émotion. Mais je trouve que nous avons eu des réponses significatives. Et il faut poursuivre. Il y aura une réunion dans quelques jours des ministres de la Défense de l'ensemble de l'Union européenne. C'est dans une dizaine de jours. Et la France, par mon intermédiaire, demandera 2 choses. Et ça va me permettre de revenir au Mali. Ouais. Faire en sorte que la feuille de route qui est confiée à ce qu'on appelle UTM Mali, c'est-à-dire l'outil européen installé à Bamako, et qui forme la nouvelle armée malienne, et qui aujourd'hui est composée d'unités, de soldats et d'encadrants venant de plusieurs pays européens. Nous souhaitons que la mission de cette UTM Mali soit élargie à la réconciliation malienne. C'est-à-dire que les groupes qui ont signé l'accord de Bamako, enfin d'Alger, puis Bamako... accord fragile. Accord fragile. Mais accord qui restera fragile s'il n'y a pas les outils d'accompagnement qui permettront à ces groupes, soit de la plateforme, soit de la coordination, de se réinsérer dans un dispositif militaire s'ils le souhaitent. Et je pense que nous allons obtenir satisfaction dans ce sens, et c'est tout à fait l'avis des autorités maliennes. Et je voudrais qu'on fasse la même chose en République centrafricaine. Nous menons une autre opération, mais qui, j'espère, oui, va justement, prendre fin. parce que la France, je l'ai dit, est sur plusieurs fronts aujourd'hui, et la France se défend au-dessus de ses moyens, elle vit au-dessus de ses moyens. Il va y avoir forcément un moment, manque d'hommes, manque de munitions, manque de tout. Alors, la question est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faudra choisir? Par exemple, la Centrafrique, est-ce qu'aujourd'hui, c'est justifiable d'y rester? Non, mais nous ne vivons pas au-dessus de nos moyens. Nous remplissons les missions, nos armées remplissent les missions que leur donne le président de la République par mon intermédiaire. Il n'y a aucun cas, y compris sur le territoire national, puisque nous déployons en même temps 10 000 personnes. On n'est pas à flux tendu.
C'est pas... Il n'y a plus beaucoup de marge. Mais, nous assumons... On peut imaginer une mutualisation de la défense européenne, par exemple. Thierry Breton a lancé cette proposition. Que l'on commence par faire les engagements indiqués à l'article que soulignait tout à l'heure Jean-Marie Colombani, et qui a donné des résultats pour qu'on puisse progresser. Mais sur la République centrafricaine, nous avons rempli notre mission. Nous sommes intervenus à un moment où il allait y avoir des massacres collectifs majeurs. Il fallait être là pour empêcher ces affrontements. Et maintenant, il y a un processus de paix. Il y a un processus électoral. Il y a eu un premier tour, il va y avoir un deuxième tour. Il va y avoir enfin un gouvernement élu qui sera, je l'espère, respecté. Et progressivement, la force que nous avions mise à Bangui sera amenée à se réduire pour alléger notre mobilisation et permettre d'agir ailleurs. Alors on va parler un peu de politique française. Est-ce que vous confirmez que le président de la République va prolonger l'état d'urgence après le 26 février ? Je ne suis pas habilité pour Claude Barthelone s'est senti habilité puisqu'il a dit que le président lui avait dit. C'est le président de la République qui doit prendre cette décision. Ce qui est certain, c'est que l'état d'urgence, dans cette période, est utile parce qu'il contribue à notre sécurité. Il faut toujours dire, on a dit en commençant, c'est de notre sécurité dont il s'agit. Vous y êtes favorable ? Moi, je serais plutôt favorable, mais c'est le président de la République qui doit apprécier la situation. En attendant la réforme constitutionnelle qui permettra à l'état d'urgence, le concept d'état d'urgence, de trouver une forme différente de celle qu'elle a aujourd'hui, puisque l'état d'urgence dépend d'une loi de 1955 qui ne correspond plus aux situations actuelles. Il faut donc sans doute par la loi lui donner tout son sens. En attendant, je pense que les Français ne se rendent peut-être pas compte, parce que déjà l'actualité passe et que le 13 novembre apparaît loin, mais nous sommes toujours en période de risque et de menaces graves. Et on déjoue des risques et des menaces tous les jours. Mais vous metteriez où le risque d'attentat entre 0 et 10 ? Le curseur, vous le mettez où ? Il y en a. Il faut se prémunir en permanence et se garantir en permanence. Des risques peuvent arriver tous les jours. Je le dis parce que c'est une réalité. Et vous pensez que le paquet constitutionnel souhaité par le chef de l'État a quelque chance de franchir l'étape du Congrès, ou bien est-ce que l'esprit du Congrès, c'est-à-dire cette belle unanimité qu'il y avait le 16 novembre, s'est déjà dissipé et c'est déjà... Moi, je le souhaite parce que il y avait, vous avez dit paquet, je dirais en termes militaires plutôt arsenal, mais enfin c'est le même sujet. Il y avait un ensemble de mesures graves qui ont été annoncées par le président de la République, qui vont de l'état d'urgence au renforcement des moyens de la police, gendarmerie ou de la défense, avec des moyens juridiques indispensables que vous avez cités. Je pense qu'il faut prendre l'ensemble de l'arsenal tel qu'il est et ne pas oublier ce que nous avons vécu. C'est pas loin derrière, mais ça peut revenir, et donc il importe qu'il y ait que tout le monde assume cette responsabilité. Ça, c'est mon avis personnel. Évidemment, le Parlement, le Congrès aura à en délibérer. Entre-temps, les Français ont voté, puisqu'il y a eu des élections régionales, où on a pu voir que le rapport des forces n'était pas favorable au gouvernement ni à sa majorité. Il y a eu peut-être une exception en Bretagne. Est-ce qu'il y a un modèle breton que vous pourriez transmettre au président de la République pour l'aider à remonter la pente ? J'étais heureux du résultat des élections régionales en Bretagne, puisque les Bretonnes et les Bretons ont souhaité que je devienne... Vous ayez deux casquettes. Je redevienne président de cette région qui m'est très chère. Par ailleurs, comme l'élection est intervenue peu après les drames de novembre, le président de la République a souhaité que je reste... ministre de la Défense, le temps nécessaire, le temps qu'il estimerait nécessaire. Mais sur le résultat, je pense qu'il n'est pas lié à ma propre personne. Sans doute y ai-je un peu contribué. Mais la méthode... La méthode Le Drian, c'est on veut... C'était d'abord un projet et une équipe autour de ce projet. Et on ne change pas de projet entre deux tours. On a une équipe, mais il faut que l'équipe du projet soit la plus large possible. Donc il faut rassembler au premier tour. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, je crois, avec plutôt de la réussite, parce que ça donne de la crédibilité. Donc il y a dans mon équipe à la fois des socialistes, mais il y a aussi des radicaux, il y a aussi des écologistes, il y a aussi des régionalistes, et puis il y a aussi des communistes, et puis il y a aussi des gens qui viennent d'ailleurs. Oui, tout ce monde-là s'est retrouvé, pourquoi ? Pas par des combinations de partis,
mais parce qu'il y avait un projet. Moi, j'ai proposé ce projet. Qui veut venir? Ils sont venus et on a gagné. Vous n'avez pas voulu des écologistes? Les écologistes, j'en ai. J'ai jamais considéré que le Parti vert avait le monopole de l'écologie. Il y a 2 ans, dernière question, nos confrères de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, étaient assassinés. Le juge attend depuis plusieurs mois la déclassification des pièces du dossier. D'ailleurs, le président s'est engagé devant les familles. Il leur a dit qu'il n'y aurait pas de secret défense. Alors aujourd'hui, la commission de consultation du secret de la défense se réunit aujourd'hui. Vous confirmez que d'abord et d'une, il n'y a rien à cacher et que deux, vous suivrez par exemple la commission? L'avis de la commission? L'assassinat de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon nous a, à l'époque, tous beaucoup touchés, beaucoup meurtris. Et vous rappelez ces moments difficiles. Et cet assassinat nous invite à un devoir de vérité. Et je l'ai fait savoir dès que le juge... parce que seul le juge peut nous demander de déclassifier des documents. Quand le juge nous a demandé de déclassifier ça a un peu traîné. Documents, oui, parce qu'il faut les rechercher, il faut les vérifier, il faut les donner. Et puis il y a une commission de déclassification. Et tout ça s'est fait en peu de temps, parce que le juge nous a sollicité au mois de mai. Et nous avons transmis nos documents après toutes les recherches nécessaires, parce qu'il faut aller chercher partout, au mois de décembre. Et la commission de déclassification doit donner son avis. Je suivrai cet avis. Vous suivrez cet avis. Voilà. Dernière question. Que recommanderiez-vous comme ministre des Affaires étrangères à François Hollande, puisque je crois que Laurent Fabius vole vers d'autres aventures, le Conseil constitutionnel? Laurent Fabius a été un très grand ministre des Affaires étrangères. Il l'est toujours, à ma connaissance. Toujours? Bon, alors après, non, mais qui recommanderiez-vous? Je ne sais pas s'il part. Je lis qu'il va partir, mais je ne sais pas s'il part. Donc, vous êtes un homme qui savait beaucoup de choses, mais qui en dit peu. Je pense que dans ma mission, il est souhaitable de rester sobre. Quelle est votre relation, quel qualificatif pour nommer votre relation entre François Hollande et vous? Une fidélité historique qui ne sera jamais ébranlée. Jamais? Et vous serez ministre de la Défense jusqu'au bout? C'est lui qui décide, il est président de la République. Sa fonction dépasse ma relation amicale. À chaque fois, je dis dernière question, mais il nous reste encore une toute petite minute. Dans un livre de notre confrère David Revaud-Dallon du Monde, il cite quelqu'un de l'Élysée qui dit « François Hollande est un tueur de sang-froid ». Est-ce que vous confirmez? Je trouve que cette formule est un peu assassine, si vous me permettez l'expression. Merci en tout cas, Jean-Yves Le Drian, d'être venu sur le plateau de France 24. Merci à Jean-Marie Colombani et à Mathieu Mabin. Et merci à Laure Wagner d'avoir préparé cette émission et à toute l'équipe technique. Merci et à bientôt.